on est parti? On est parti. Bonsoir, vous aimez le monde des affaires, vous allez adorer les enquêtes de cash. Vous vous souvenez certainement de la machine à laver de votre grand-mère, elle a bien tenu 30 ans. Regardez la vôtre maintenant, vous l'avez depuis combien de temps? Électroménager, télévision, ordinateur, on a tous le sentiment que nos appareils nous lâchent beaucoup plus vite qu'avant. Et si tout cela était organisé, pensé par des industriels qui veulent nous vendre toujours plus de produits et surtout beaucoup plus souvent. Si je vous dis qu'aujourd'hui, les industriels qui fabriquent tous ces produits-là, tous ces appareils-là, en fait, programment la mort des appareils avant même de mettre les appareils en rayon. Bah, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est pas normal du tout. Parce que si on achète un produit, c'est aussi pour qu'il soit sur la durée, enfin, qu'il y ait de la qualité et qu'il tienne sur la durée. Donc, C'est la réalité. Bah, c'est pas bien. là, c'est choquant. Oh, oui, bah, je suis pas surpris. Vous n'êtes pas plus surpris que ça? Non, vraiment pas. Pas surpris, pas choqué ou... Ah si, choqué, mais pas surpris. Je suis pas trop d'accord. Aujourd'hui, on parle écologie et si on parle écologie, en fait, on jette. On recycle pas tout à fait les machines qu'on utilise aujourd'hui. Et du coup, bah, c'est un coût, c'est la planète, c'est tout ça, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie marketing. Enfin, quand on voit à leur point de vue, de leur point de vue. C'est sûr qu'en termes de stratégie, voilà. c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il Après, pour le consommateur, c'est choquant, mais oui, mais c'est ça, c'est comme ça maintenant de toute façon. On appelle cela l'obsolescence programmée. Voici la nouvelle investigation de Cash. Nous vivons une époque formidable. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui? Opérer un cœur à distance. Cloner des brebis. On a même décodé tout le génome humain. Grâce au web, d'un coup on a l'air moins bête. On met en commun tous nos savoirs aux quatre coins du globe. Vous pouvez faire des réunions mondialisées à distance tout en participant à la chute de Kadhafi à coups de tweet. En 3 clics, on peut voir le village de la grand-mère d'Obama. C'est juste là. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais on peut le faire. De nos jours, on peut aussi faire la sieste à 300 km/h. Il faut dire qu'on a tout le temps. Notre espérance de vie s'allonge 3 mois par an en moyenne. Sauf qu'il y a au moins un truc dans nos vies qui ne progresse pas, qui ne marche pas. En ce moment même, d'ailleurs, vous en faites la douloureuse expérience. Elle est en train de vous quitter. Vous êtes à la fois déprimé et en colère. Un sentiment de gâchis vous envahit. Une rupture, si soudaine et surtout si précoce. Alors, c'est le moment de vérité. Demandez-lui sans détour. Télévision, pourquoi tu veux me lâcher? As-tu été programmé pour ça? Tu veux m'empêcher de regarder Cash Investigation? C'est ça? Quand un appareil est programmé pour vous lâcher au bout de quelques années seulement, vous obligeant à en racheter un autre, cela s'appelle l'obsolescence programmée. A priori, la question est toute simple. Y a-t-il dans votre lave-linge, votre micro-ondes, votre frigo, votre aspirateur, votre machine à café ou votre téléphone portable, une pièce qui pète? Dans 10 ans, l'harmonie régnera partout. Y a-t-il, dans nos appareils, un ou plusieurs composants plus fragiles, délibérément choisis par le fabricant pour écourter leur durée de vie? Le simple fait de poser la question déclenche la colère des industriels. C'est un mythe, hurle-t-il. Encore un nouveau chapitre de la théorie du complot. Alors nous avons cherché à savoir si oui ou non cette obsolescence programmée existe. Ou s'il s'agit d'une lubie d'écolo, ou de quelques militants enragés contre la surconsommation. La tendance aujourd'hui dans la fabrication des appareils n'est pas de les rendre réparables. Ils sont faits pour être remplacés. Et pour ce faire, donc, il est nécessaire de créer ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire de valoriser un objet ou un bien pour le vendre et d'essayer de le ringardiser, ou en tout cas de le démodifier à partir du moment où cet objet a été acheté.
Le souci de tout agent économique, c'est de vendre un maximum, mais évidemment avec un maximum de bénéfices. Et donc, quand on est sursaturé d'objets de toutes sortes, on ne voit pas bien comment, si ces objets avaient été conçus pour durer, comment cet ensemble, ce système, lui, pourrait fonctionner. Arrêtons de jeter, ou que le constructeur nous fasse des produits qui deviennent plus performants dans le temps, que la durée de vie soit beaucoup plus longue. C'est pas compliqué, même si le prix est plus élevé. Impossible, vous pensez bien, d'enquêter sur la totalité des appareils électroniques et électroménagers. On en a choisi quelques-uns et on a eu très vite les bras chargés. Mais notre petit tour de la planète industrielle nous montre que l'obsolescence programmée est souvent un peu plus complexe qu'une simple pièce qui pète. Une chose est sûre, les fabricants qui la pratiquent jouent sur notre frénésie consumériste, notre insatiable besoin d'achat et de rachat. Prenez par exemple votre tube cathodique, votre vieille télé. Comme des millions de Français, pour le passage à la TNT, vous l'avez mise à la poubelle. Trop vieille, trop grosse. À la place, dans votre salon, on a installé un écran plat tout neuf. Oui, l'image est meilleure, oui, le son aussi, et le design plus tendance. Entre-temps, grâce à nos envies de grandeur, l'industrie a doublé ses ventes de télé en France depuis l'apparition de l'écran plat, au milieu des années 2000. Mais au fond, votre vieux téléviseur, il marchait très bien, et surtout, il tenait plus la distance. Selon cette récente étude de l'association 60 millions de consommateurs, comparé avec des télés à tube cathodique, l'outrage du temps est cruel pour les LCD et plasma, c'est-à-dire les écrans plats. Ils vieillissent plus vite. En termes de luminosité, jusqu'à moins 40% en 2 ans, mais aussi en termes de couleur. Comment un objet bourré de technologie peut-il être moins durable qu'une vieille téloche ? Dans cette petite boutique parisienne, comme on n'en voit plus beaucoup, on trouve toutes sortes de matériel. Dans ces tiroirs, des petites pièces multicolores, des composants électroniques, des résistances, des diodes, des condensateurs. Autant d'organes vitaux pour nos écrans plats. Là, c'est mauvais signe. Au fer à souder, 2 géos trouvent tout de l'électronique. Alex Salal-Rimbaud et François Biéchy. Je vous écoute. Cette dame vient faire réparer la carte électronique de son téléviseur. Ça vient d'un téléviseur. Alors là, c'est quelle marque comme télé, par contre? Samsung. C'est Samsung aussi. Voilà. La panne principale, c'est les condensateurs. C'est les 2 qui ont gonflé. Vous voyez, les deux avec le point rouge. C'est comme un pneu de voiture, une fois qu'il est percé, c'est trop tard. Quelques minutes plus tard, une autre carte électronique atterrit sur le comptoir. C'est quoi comme appareil, celui-là? C'est une carte téléviseur. D'accord. C'est quoi comme téléviseur? Et bonne question, c'est un plasma ou un LCD? C'est des Samsung, ça pareil. Encore une télé Samsung. Alex en est presque blasé. Et c'est quoi le problème? Condensateur. C'est un problème de... Il y a eu une surtension et puis après, quelques mois après, ça a lâché. Donc condensateur apparemment qui a gonflé. Ah, les condensateurs. Voilà l'un des coupables. Ce cylindre tout gonflé et fendu. C'est ce qu'on appelle un chou-fleur dans le métier, un condensateur crevé. Du coup, le téléviseur ne s'allume plus. Ça arrive souvent? Actuellement entre 5 et au minimum entre 5 et 10 fois par jour. Vu la demande, on va dire importante de ça, c'est des produits qu'on fait rentrer par paquet de 1000. Paris serait en proie à une épidémie de condensateurs HS. Un client a le même problème, sa télé a 3 ans. Vous avez pas essayé de l'emmener au SAV ou là où vous l'avez? Si, mais c'était 200 € pour la prendre et la faire réparer et juste faire un devis. Dans les forums, ils disent qu'ils font exprès de mettre des condensateurs qui cassent rapidement pour que les télés changent. Moi, j'en ai racheté une entre-temps. Vous en avez racheté une télé? C'est ça l'obsolescence programmée. Limiter la durée de vie par mettre une tension trop juste, il va sécher beaucoup plus vite. Ah bon, ça serait donc fait exprès. C'est-à-dire? Tous les fabricants font en sorte d'être à la limite tout le temps. À la limite de quoi? Pourquoi mettre un composant beaucoup plus gros qui va coûter beaucoup plus cher quand on met juste le suffisant pour tenir 2 ans, ça suffit? Bah oui.
Chacun y va de son petit commentaire. Hein, François? Les télé Samsung, c'est les plus répandues parce que c'est les moins chères. Et elles sont moins chères parce que le constructeur, il utilise des composants pas chers. Nous décidons de laisser un tableau dans le magasin. Les clients doivent noter la marque, l'âge de la télé et la cause de la panne. Deux semaines plus tard, nous revenons aux nouvelles. On fait la queue comme tout le monde avant d'interviewer Alex Halal Rimbaud. Le réparateur est toujours aussi sollicité. Alex Halal Rimbaud, clap. Alors, on vous avait laissé un tableau, il est ici. Tous les clients n'ont pas rempli le tableau, mais il y a 18 clients qui l'ont rempli. On retrouve toujours les mêmes pannes, hein, les condensateurs qui gonflent et qu'il faut changer. Et surtout, on retrouve toujours la même marque, non? Oui, pratiquement sur les 18, il y a un LG et tout le reste en Samsung, oui. Parmi les écrans plats, quels sont ceux qui tombent le plus souvent en panne? On arrive à retrouver assez souvent les Samsung, les LG, un peu les Toshiba, je veux dire dans toutes les marques, mais la majeure partie, c'est quand même Samsung. On a beaucoup de retours, beaucoup de maintenance autour de cette marque. Alors là, pareil, hein, on voit toujours notre tableau et on s'est rendu compte que sur ce tableau, les téléviseurs en panne ont en moyenne 3 ans et demi. C'est pas très vieux, ça, quand même. À notre époque, 3 ans et demi, c'est bien. Vous trouvez ça bien? Bah oui. C'est bien, parce que de toute façon, ça évolue très vite. La nouvelle technologie fait qu'on veut plus petit, plus plat, et forcément, ça chauffe beaucoup plus. D'accord. Et en chauffant beaucoup plus, les condensateurs souffrent beaucoup plus. Beaucoup de clients qui achètent des condensateurs, il y en a, vous le disiez, au moins une vingtaine par jour qui viennent. Quand les gens viennent pas vous voir, qu'est-ce qu'ils font avec leur télé en panne? Malheureusement, ça repart au recyclage, parce que pour remplacer une carte d'alimentation, s'ils l'envoient chez Samsung ou un dépanneur, ils prennent 380 €. Pour ça? Pour cette carte. Là, vous prenez combien, vous? 21 €. Ou alors, ils jettent leur téléviseur. Ou alors, ils sont obligés d'en racheter un autre, parce que la plupart entre parenthèses, des revendeurs vont dire ça vaut pas trop le coup, quoi. Jeter et racheter à cause de ces satanés condensateurs. Dans beaucoup d'écrans Samsung, ils auraient une durée de vie trop courte. À ce stade, impossible de savoir si Samsung l'a délibérément programmé. Et comme la marque est leader sur le marché, il est peut-être normal qu'elle enregistre plus de pannes que d'autres. Une chose est sûre, ce qui se passe à Paris se vérifie dans toute la France. Alors là, on arrive dans un atelier qui est spécialisé dans les écrans plats, entre autres. En Ardèche, Francis Delafoy nous reçoit dans un atelier de réparation d'écrans plats. Il est à la tête d'un réseau de 600 réparateurs indépendants installés un peu partout dans l'Hexagone. Pour nous, il a fait rapatrier les composants défectueux de tout le pays et dresse la carte des doléances nationales. Partout en France, dans votre réseau, vous avez demandé les pannes récurrentes et on vous a envoyé majoritairement du condensateur et majoritairement du LG et du Samsung. Voilà. Donc ça montre bien que ces modèles-là, c'est pas un seul. C'est-à-dire que c'est aussi bien à Bourges, que ce soit à Châtellerault, à Poitiers, à Lille, à Dunkerque, à Mulhouse, à Strasbourg. C'est exactement les mêmes pannes. Donc c'est des pannes récurrentes à l'échelle nationale. Avec les infos récoltées via son réseau, Francis Delafoy dresse le bilan dans 4 régions de France. Aucune panne due au condensateur n'est signalée pour certaines grandes marques de téléviseurs. En revanche, l'essentiel des pannes des télés LG et Samsung est dû au condensateur. Pour Samsung, entre 50 et 85% des pannes. Ça fait beaucoup. Lorsque la télé est allumée, elle chauffe. Or, la durée de vie des condensateurs dépend de la chaleur. Là, par exemple, une liste de 4 condensateurs plus ou moins solides. À 85 degrés, le modèle 1 durera 2000 heures. Le deuxième à 105 degrés vivra 1000 heures, un modèle fragile. Le troisième, 2000 heures, et un plus costaud, 5000 heures, toujours à 105 degrés. Plus ça chauffe dans la télé, moins le condensateur résiste. Donc ça veut dire que dans un produit, en l'occurrence dans un écran plein, si malheureusement celui-ci se retrouve confiné, ou malheureusement la température ambiante, mais aussi à l'intérieur de l'appareil, parce que malheureusement il n'y a pas de ventilation, d'ordre mécanique, à ce moment-là on va diminuer sa durée de vie. Et à ce moment-là, l'appareil ne fonctionne plus. Surtout si chez vous, pour faire joli, vous avez encastré votre écran dans le mur, ou si vous l'avez placé près d'un radiateur. Ça chauffe encore plus. Mais ça dépend surtout du fabricant. Où a-t-il placé les condensateurs dans l'écran plat? À l'intérieur, c'est une usine à gaz. Avec tous ses composants, ça chauffe, parfois fort derrière l'écran. À Compiègne,
nous avons rendez-vous avec Nicolas Patin. Bonjour, vous allez bien? Le job de cet enseignant-chercheur, chouchouter les condensateurs pour les empêcher de vieillir trop vite à l'intérieur des appareils. Parce qu'en électronique, le condensateur, c'est bien connu, c'est pas un marathonien. Donc ça, c'est une carte d'alimentation d'un écran plat Samsung qu'on a récupéré. Là, c'est marqué dessus, c'est marqué juste là, oui. Un petit coup d'œil d'expert, et le chercheur remarque tout de suite un problème. Donc là, par exemple, vous voyez que les condensateurs sont placés à côté d'un radiateur. Donc les composants qui se trouvent à côté, vraisemblablement, chauffent. Et donc s'ils sont juste à côté, le vieillissement sera plus important que s'ils avaient été un petit peu écartés. Le radiateur, c'est cette grosse pièce en métal gris. Son rôle, capter la chaleur des diodes qui sont vissées dessus, pour mieux la dissiper. L'air chaud s'échappe par les bords du radiateur et aussi de l'autre côté, là où sont fixés les condensateurs, justement. Oui, mais la chaleur, souvenez-vous, c'est leur point faible. Moralité, les condensateurs de certains modèles d'écran plat Samsung, comme le nôtre, seraient placés trop près du radiateur. Oh certes, tous les fabricants vous le diront. On ne peut pas installer un condensateur n'importe où sur une carte électronique. Il faut le placer ni trop loin des composants, ni trop près des radiateurs. Mais pourquoi ceux de Samsung lâchent-ils si vite? Ont-ils été fixés de manière à tomber en panne plus rapidement? Est-ce programmé? Vous aussi, vous avez envie de demander à Samsung. Essayons de contacter la directrice de la communication du groupe en France. Oui, bonjour Florence Cattel, c'est Élise Lucet à France 2. Je vous appelle directement parce que nous aimerions vraiment beaucoup avoir une interview d'un responsable de chez vous, un responsable marketing ou le vice-président de Samsung France, par exemple. En attendant que la DIRCOM nous rappelle, nous poursuivons notre enquête. Sur la table, quelques-uns des condensateurs HS des écrans Samsung venant des ateliers où nous sommes allés. Nous cherchons leur prix. Seulement 16 centimes d'euros pièce, les moins chers du marché. Samsung ne pourrait-il pas installer des condensateurs un peu plus chers, mais qui durent plus longtemps? Tous les condensateurs qu'on a trouvés, enfin certains en tout cas. Nicolas Patin, le chercheur en électromécanique, veut nous montrer qu'il existe bien des condensateurs plus résistants aux mêmes caractéristiques techniques. Cette gamme-là fonctionne jusqu'à 150 degrés. La durée de vie opérationnelle, elle est de 27 500 heures à 105 degrés. 27 500 heures, soit 5 fois plus que les condensateurs de notre carte électronique Samsung. Donc là, on voit un composant qui est quand même un petit peu plus grand. Son diamètre, c'est 16 mm. Donc, par contre, en longueur, il fait 3 cm de long. Donc, 3 cm. Donc il est aussi un peu plus long. Ok, donc l'équivalent serait un peu plus gros chez cette marque-là. Oui, mais... Un peu plus gros, de quelques millimètres, et aussi plus cher, autour de 4 euros. 4 euros au lieu de 16 centimes pour une durée de vie 5 fois plus longue. C'est-à-dire que finalement, le prix de la durabilité, il est quand même pas si élevé que ça. Il est conséquent, ça je suis d'accord, mais il n'est pas si élevé. Il n'est pas si élevé. S'ils surdimensionnent fortement leurs composants, donc ça coûtera éventuellement un peu plus cher, mais c'est surtout que les produits se vendront moins souvent. Le but du fabricant, ça n'est pas de vendre une télévision tous les 20 ou 30 ans. Les équipements électroniques sont généralement conçus pour avoir une durée de vie raisonnable pour le consommateur, mais aussi satisfaisante pour le fabricant. Donc, admettons qu'il y ait 10 condensateurs un peu fragiles dans une télé. Si on les remplace par leur grand frère plus costaud, dans le cas de cette panne précise, on peut estimer qu'on aurait une télé qui vivrait 5 fois plus longtemps pour 50 euros de plus. Franchement, ma petite dame, vous ne seriez pas d'accord, vous, pour mettre 50 euros de plus dans une télé pour qu'elle dure 5 fois plus longtemps? Ça, c'est vrai, ça! Ben oui, parce que quand on l'achète, notre bel écran plat Samsung à 400 euros, on ne se doute pas qu'il va peut-être nous lâcher si vite. Et pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, les journaux télévisés ne parlent que de ça en ce début d'année 2012. Est-ce que votre télé met du temps à s'allumer? Si vous possédez une Samsung, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Ce soir, Samsung reconnaît que des millions d'écrans plats ont des problèmes d'allumage. Des millions de téléviseurs Samsung qui flanchent. Et les mêmes images que les nôtres, chez des réparateurs, des écrans qui s'entassent. Et toujours ce même coupable, le condensateur. Les gens doivent savoir que ça peut être réparé. Oui. Pour ne pas jeter leur télé. Oui, bien sûr.
Il est semblable en tout point à celui qu'on trouve dans nos écrans hexagonaux. C'est la même marque avec les mêmes caractéristiques. Sauf qu'aux États-Unis, les consommateurs se sont ligués et ont entamé des procédures judiciaires contre le leader mondial des télés, Samsung. Les problèmes sont tellement massifs que des actions en justice groupée ont commencé dans 3 États. Nous avons découvert un document qui prouve que 7,5 millions de personnes pourraient avoir des télés défectueuses. 7,5 millions d'Américains se retrouveraient avec leur télé HS sur les bras. La marque propose un arrangement à l'amiable aux plaignants, rembourser les réparations à hauteur de $300 par téléviseur. La justice américaine vient d'approuver l'accord. Dans un communiqué, Samsung affirme que ces problèmes concerneraient seulement 1% du total de ses ventes aux États-Unis. Sauf que ce chiffre est très difficile à vérifier. De part et d'autre de l'Atlantique, nous avons tous la même question. Les dirigeants de Samsung ont-ils un jour décidé délibérément de limiter la durée de vie de certains de leurs écrans plats, avec des condensateurs bas de gamme? Les ont-ils placés tout près du radiateur pour qu'ils chauffent plus vite? Et paf, un chou-fleur. Ou au contraire, Samsung a-t-il tout simplement voulu réduire ses coûts de fabrication sans aucune intention cachée? 5. Ça vous fait 20. Merci. Dans son atelier du coin de la rue, Alex a peut-être une petite idée sur la question. Samsung, ils ont choisi, eux, au départ, de fabriquer une carte avec des condensateurs bas de gamme, on est d'accord. On est bien d'accord, mais le seul problème, c'est que, comme on dit, il y a la course à la concurrence. Si on veut essayer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, on est obligé de compresser un peu les prix d'achat sur les condensateurs. Donc. Moi, si vous voulez, l'impression que j'en ai, c'est que Samsung, ils ont un intérêt réel à pouvoir mettre des condensateurs qui vont surchauffer et exploser rapidement, encore une fois, pour vendre des télévisions, pour vendre des écrans plats plus régulièrement à leurs consommateurs. C'est vrai qu'avec Samsung, on a beaucoup de retours. Mais maintenant, est-ce que c'est une erreur de conception? Je fais des erreurs quand je développe, je peux faire des erreurs de conception. Ou est-ce que c'est volontaire? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Mais voilà. Vous êtes d'accord qu'il y a d'autres fabricants qui Il faut qu'ils fassent attention parce que, si vous voulez, dans un certain sens, le fait qu'il y ait beaucoup de retours, est-ce que ça ne va pas être... disons, négatif pour eux. J'ai même des amis qui disent « Ah non, Samsung, je ne veux plus acheter ». Donc, en fin de compte, il ne faut pas qu'ils poussent beaucoup trop dans cette direction. Et ils prennent des risques. Ils prennent des risques, mais dans la nouvelle gamme, qui m'a semblé voir, qui commencent aussi à revenir, les nouvelles cartes, ils ont changé de politique. Ouais, c'est-à-dire ils ont éloigné les condensateurs des dissipateurs. Déjà, ouais. Donc ils chauffent moins. Et cette fois-ci, ils ont fait en sorte que je ne puisse plus les dépanner. Ils ont construit des condensateurs dont la dimension mécanique est telle qu'on ne pourrait plus les trouver dans le commerce. Ah oui, ça veut dire que alors même vous, expert réparateur, vous êtes exclu, vous ne pouvez plus réparer ces cartes. On ne pourra plus réparer les prochaines cartes des écrans extrêmement plats. Alors là, pour le coup, on sera vraiment obligé de racheter une télévision neuve, oui. Un écran plat neuf. Donc, les anciens condensateurs ne tiennent pas, mais on peut les changer. Les nouveaux seraient plus robustes, ils ont une forme inhabituelle, plus allongée, mais cette fois, impossible de les remplacer. Ça fait beaucoup de malheureux hasards quand même, non? Notre première demande d'interview à Samsung a fait long feu. Allez, c'est parti. Alors nous recommençons. Hi, I'm sorry I can't take your call right now, but please do leave a message after the tone. Thank you. Oui, bonjour Florence Cattel, c'est Élise Lucet à France 2. Je me permets d'insister. Est-ce que vous pouvez vraiment nous rappeler, même pour nous dire que vous ne voulez pas faire d'interview, si c'est le cas? Apparemment, c'est le cas. La directrice de la com de Samsung est toujours sur messagerie. Désolée, Florence Cattel n'est pas disponible. Vous pouvez enregistrer votre message après la tonalité. Oui, bonjour Florence Cattel, c'est à nouveau Élise Lucet. Je me permets de vous rappeler. Vous savez si Florence Cattel est en France, à Paris ou... Normalement, elle doit être là, ouais. Bon. Je vais voir directement avec elle. Je leur passe le message et puis je pense qu'ils vont vous rappeler. Au revoir. On a fini par s'inquiéter, sérieusement. Mais où est donc passée la DIRCOM de Samsung, Florence Cattel? S'est-elle perdue dans la forêt amazonienne? A-t-elle été enlevée? Mais où se cache-t-elle? Dans le désert? Ou au pôle Nord?
Le seul signe que nous avons reçu d'elle, c'est ce texto. Bonjour, désolé pour ce retour tardif, mais malheureusement, nous n'allons pas pouvoir répondre à votre demande d'interview sur l'innovation. Bien cordialement. On n'en saura pas plus du côté de Samsung. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que globalement, on n'a jamais jeté et racheté aussi vite nos téléviseurs. Allez faire un tour dans un centre de recyclage et vous apprendrez que justement, on ne sait pas encore recycler les écrans plats. En attendant, on les entrepose et on se demande encore comment traiter les cristaux liquides ou les métaux lourds. Comme l'indium. Vous savez, toutes ces petites choses qui font que votre écran plat est incroyablement plus lumineux, plus ceci, plus cela, mais surtout hyper polluant. En France, on a vendu 9 millions de télés l'an passé. D'ici 3 ou 4 ans, que fera-t-on avec les écrans hors d'usage de ce gigantesque stock? Seulement un tiers des déchets électroniques sont recyclés chez nous. Le reste finit dans la nature ou sur les plages africaines et indiennes. Vous trouvez qu'ils tourneront notre système de production et de consommation? La durée de vie des objets est une question centrale. Les profs de marketing des plus prestigieuses écoles de commerce le savent parfaitement. Comme Jacques Nantel, enseignant à HEC Montréal. Au Québec, le petit nom local de l'obsolescence programmée, c'est l'obsolescence planifiée. Une façon de produire davantage, essentiellement, c'est de raccourcir les cycles de vie. Aujourd'hui, en 2010, 2011, 2012, au moment où le développement durable est dans nos mœurs, au moment où on se soucie pour la pérennité des matières premières, la notion même d'obsolescence planifiée nous révulse. Donc, ça existe vraiment, l'obsolescence programmée, c'est pas un mythe? Non, ça existe vraiment, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe. Sauf que ce n'est pas comme souvent certains tentent de le dépeindre. Ce n'est pas, ou c'est rarement, un espèce de complot ourdi dans l'ombre. C'est généralement des ajustements à la fois du manufacturier, du distributeur et du consommateur. Bref, c'est une responsabilité partagée. Chacun en prend pour son grade, les fabricants, les distributeurs et nous, les consommateurs. C'est pour nous secouer un peu les plumes que ce petit groupe de filles se réunit aujourd'hui devant un grand magasin d'électronique à Paris. Ce sont des militantes de l'association écolo Les Amis de la Terre. Elles nous proposent de suivre leur virée shopping. On est 6, 3 par étage. Qui vient avec moi en bas? Moi je viens, si vous voulez, parce qu'il faut me montrer en passant quels sont les objets. Ça marche. Tout le monde a des autocollants en main? J'en ai là, dans les poches, prête. C'est parti. C'est parti pour la razzia du magasin. Mais une razzia qui ne leur coûte pas un centime. En fait d'une virée shopping, les militantes revoient un peu l'étiquetage des produits, histoire d'interpeller les clients. Bientôt obsolètes ces tablettes, ces ordinateurs, ces écrans plats. Les filles choisissent les appareils les plus polluants. C'est presque trop facile. Oui, mais nous, avec notre caméra, on est vite repérés. On n'a pas le droit de caméra ici. D'accord. Merci. Je vais éteindre. Tout de suite. On n'a pas le droit de caméra, madame. On se fait raccompagner à la sortie. Vite rejoint par les filles des Amis de la Terre qui continuent leur opération de sensibilisation à l'entrée du magasin. Vous savez que leur vraie innovation des produits high-tech, c'est de détruire la planète? L'innovation détruit l'environnement, ça ne serait pas un peu too much comme slogan? Je pense qu'on peut le dire parce que pour extraire 1 tonne de cuivre, on doit polluer ou déplacer pratiquement 200 tonnes de terre, de sol en Afrique ou en Asie. Est-ce que transformer la planète en gruyère, polluer à jamais des litres et des litres d'eau, des rivières, polluer des nappes phréatiques pour des populations en Afrique qui ont déjà bien assez de problèmes comme ça, est-ce que ça vaut le coup de le faire juste pour surfer plus rapidement sur Internet, juste pour avoir une petite appli en plus sur son iPhone? Effectivement, le rythme s'accélère. À tel point que nos réserves en matières premières s'épuisent, selon ce dossier du magazine Terra Eco. Pour certains minerais, comme le lithium, l'indium ou l'argent, on aurait seulement encore 10 à 15 ans de réserves minières. On
va trouver des butées en termes de minéraux, par exemple. On commence déjà à avoir des problèmes avec les terres rares, puisque et l'Europe et les États-Unis veulent traduire la Chine devant l'OMC pour limitation de ses exportations en la matière. Mais si je prends par exemple l'acier, ça n'a pourtant rien d'exceptionnel, l'acier. Si on poursuit le rythme d'augmentation de la production mondiale d'acier qu'on connaît depuis maintenant, grosso modo une quinzaine d'années, dans moins de 5 décennies, on a épuisé nos réserves. À la rigueur, un écran plat, ce n'est pas indispensable. On peut toujours s'en passer. Mais un ordinateur, impossible. Cette étude, du Centre de recherche sur le développement durable de l'Université d'Arizona, montre que la durée de vie des ordinateurs est passée de presque 11 ans en 1985 à 5 ans et demi en 2000. Selon cette autre enquête de l'Agence de protection de l'environnement américaine, publiée en 2007, nos ordinateurs portables ou fixes ne tiennent plus que 3 ans en moyenne. Évidemment, les constructeurs se gardent bien de nous le signaler. C'est un secret bien gardé. Et c'est en Nouvelle-Zélande, à Wellington, que nous allons le lever. Grâce à Richard Finlay. Il y a 3 ans, ce responsable informatique commande 10 mini netbooks chez HP Hewlett-Packard, comme celui-ci, pour équiper l'organisation où il travaille. Au bout d'1 an, la moitié tombe en panne. Il se plaint auprès d'HP, leader mondial des ventes d'ordinateurs, dont voici la réponse fracassante. La durée de vie est estimée seulement entre 15 et 24 mois. 1 à 2 ans maximum. C'est la gaffe. L'info qui n'aurait jamais dû sortir. Oui, évidemment, ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ce que HP me donne ainsi la durée de vie de l'ordinateur. Pourquoi pas? Eh bien, j'aurais plutôt imaginé que ce genre d'informations serait secrètement gardé par l'entreprise. Franchement, cette réponse m'a vraiment scandalisé. Mais c'est comme s'ils connaissaient la durée de vie de leurs ordinateurs avant de vous les vendre, non? Oui, effectivement. J'ai l'impression qu'ils savaient déjà, avant de le vendre, qu'il avait une durée de vie limitée. Ils font des tests avant la production, où ils calculent l'espérance de vie de leurs appareils. Pourtant, du côté des fabricants, officiellement, c'est toujours le même cinéma. Ils vous l'assurent, ils vous vendent du durable. Par exemple, au sujet de ce fameux netbook, Hewlett-Packard le jure, il est construit pour durer, il tient la distance. On a demandé à HP l'autorisation de filmer ces tests de durabilité. La direction a refusé. En revanche, nous avons réussi à joindre l'auteur présumé de la boulette, le mail envoyé à Richard Finlay. Une dame qui n'est autre que l'une des responsables des ventes chez HP en Nouvelle-Zélande. Bonjour, vous êtes Jill Brown? Oui, c'est moi. Je voudrais savoir si vous confirmez ce que vous avez écrit dans un mail à Richard Finlay, à savoir que la durée de vie des ordinateurs qu'il a achetés est de 15 à 24 mois. Je ne veux pas commenter cette histoire. Je ne vous donne en aucun cas mon autorisation d'écrire quoi que ce soit là-dessus. Oui, mais... Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus, donc merci beaucoup. Au revoir. Oh, visiblement, cette personne a quelques petits regrets. De passage aux États-Unis, à San Francisco, nous allons faire un tour au siège de Hewlett-Packard. Bonjour Michael, enchantée, je suis Anna. Enchanté, que puis-je faire pour vous? Nous n'avons pas rendez-vous, mais un attaché de presse nous reçoit 5 minutes. Nous lui montrons le mail envoyé par HP en Nouvelle-Zélande. Bon, je vais essayer de chercher si cette affirmation est vraie et ce qu'elle signifie. Quelques jours plus tard, voici la réponse que nous recevons. Je ne peux que constater que cette information est une erreur. D'accord, mais c'est un peu court, jeune homme. Malheureusement, il faudra qu'on se contente de cette simple phrase. Du coup, nous restons avec nos doutes. Le mini portable HP a-t-il été programmé pour durer 15 à 24 mois? On emporte la machine chez des spécialistes pour essayer d'en avoir le cœur net. Ici, on construit des ordinateurs. Ou non, pas tout à fait, des cartes électroniques pour ordinateurs. Ces 2 hommes en blouse blanche sont des concepteurs informaticiens. Nous leur soumettons notre notebook HP. Vous disiez tout à l'heure que plus c'était petit, moins ça durait.
Ça, à votre avis, ça dure combien de temps? Je dirais une moyenne vie de 2 ans. Vous, Guillaume, vous avez l'air un peu plus circonspect. Je suis pas sûr que le client soit vraiment conscient que son produit durera que 2 ans. Eh oui, sauf quand une responsable d'HP commet une grosse gaffe en Nouvelle-Zélande. 2 ans, autrement dit 24 mois. Allez, il faut désosser l'engin pour vérifier. Là, c'est un peu compliqué. Le plastique n'a pas l'air très solide. Ce que l'on voit là-dessus, c'est l'utilisation des plastiques. J'ai l'impression que, écoute, effectivement, c'est beaucoup moins cher d'utiliser des plastiques à injection comme ça. Ça vieillit mal, ça résiste mal au choc. Une fois que c'est déclipsé, ils sont cassés. On commence à voir quand même que c'est très très compact, effectivement, les circuits. Alors on a du ventilateur pour évacuer, toujours l'appareil, la chaleur des pièces qui chauffent. On voit qu'on a du Sauf qu'un ventilateur, ça casse facilement. C'est une des causes de panne les plus fréquentes. Pour pallier ce problème, ces 2 informaticiens ont essayé de trouver des astuces. Ils ont conçu un ordinateur censé durer 6 ans, 2 fois plus que la moyenne. Et pour dissiper la chaleur, ils utilisent toute la coque blanche qui enveloppe l'ordinateur. Voici les 2 composants qui chauffent le plus, le processeur et la puce graphique. Ils sont posés directement en contact avec la coque grâce à ces 2 cubes. C'est toute la surface de la coque elle-même qui permet de refroidir la carte électronique. On a des pièces qui lâchent, comme les alimentations, comme les ventilateurs. Quand les ventilateurs lâchent, on a de la poussière qui rentre et qui se dépose sur les composants qui chauffent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de prévenir ces 2 sources de panne principales. Prendre une alimentation plus robuste avec des composants plus robustes et isoler les composants qui sont susceptibles de lâcher pour les réparer. Retirer les ventilateurs et recouvrir les 2 parties qui chauffent avec de l'aluminium. Il est donc possible de construire un ordinateur qui dure. C'est une question de choix de conception. Visiblement, ce n'était pas la priorité pour HP sur ce mini portable. C'est la réunion de tous ces facteurs, plastique pas cher, électronique au rabais, invention de nouveaux usages gadgets, qui fait l'obsolescence programmée. Bon, en même temps, l'ordinateur des 2 informaticiens vaut cher, 1 000 €. 2 fois plus que le mini portable HP, qui coûte 500 €. C'est quoi le prix d'achat de l'ordinateur? Si on veut raisonner en durabilité, c'est pas du tout cette question qu'il faut poser, c'est quel est le coût total de possession de la machine? Si on met bout à bout 3 ordinateurs à 300 € qui tombent en panne tous les 2 ans, on va avoir le même prix d'achat que celui-ci. On refait le calcul avec nos prix. 2 HP à 500 € qui durent 2 ans chacun. Ça fait une durée de 4 ans pour 1 000 €. Au même prix, l'ordinateur des informaticiens dure 6 ans. Donc, contrairement aux apparences, il est en réalité moins cher. Celui qui croit arriver plus vite ou coûter moins cher n'est pas toujours celui qu'on croit. Dans beaucoup de cas, je vous dirais que les consommateurs sont mal avisés d'acheter des produits de mauvaise qualité pour les racheter souvent. À court terme, ça peut sembler une aubaine, c'est clair et c'est documenté, il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là. C'est clair qu'à moyen ou à long terme, c'est catastrophique pour le budget des ménages. Évidemment, ce genre de calcul, personne ne peut le faire, puisque, rappelez-vous, la durée de vie des produits n'est jamais affichée. Ni sur les télés, ni sur les aspirateurs. Pas plus sur les mixeurs blancs, crème, noir, bordeaux, orange, jaune, bleu, violet ou chromé. Les téléphones roses? Ben oui, c'est pareil. Les machines à laver ou les lave-vaisselle, idem. Vous n'allez pas le croire, mais en France, il n'existe aucune étude indépendante sur l'évolution des durées de vie de nos produits ménagers. La seule enquête connue nous vient du GIFAM. Selon cette étude, publiée en 2011, la durée d'utilisation de nos appareils aurait à peine baissé depuis 30 ans. Réfrigérateur, lave-linge, en 79 comme en 2010, en gros, on les garde 10 ans. En matière d'indépendance, on vous laisse juger. Le GIFAM est un syndicat professionnel qui défend les intérêts de Bosch, Brandt, Siemens ou Candy. Mix Power System, un système de nettoyage en profondeur. Ah oui tiens, LG et Samsung aussi. En fait, toutes les grandes marques de gros et petits électroménagers. Bonjour Monsieur Planck. Comment se fait-il qu'en 30 ans, les constructeurs n'aient pas réussi à faire durer plus longtemps des frigos ou des lave-linges? Ça va aller Bruno pour le son? Nous demandons des précisions à Bernard Planck, délégué général du GIFAM. Si jamais à un moment je me paume dans
fait de la chirurgie à distance, on se parle partout, tout le temps, grâce aux nouvelles technologies, on s'envoie des mails, on se téléphone dans le monde entier. Et un frigo, un simple frigo, n'aurait pas augmenté sa durée de vie? C'est étonnant, non? Ben, on peut effectivement penser qu'on devrait augmenter la durée de vie des appareils. Sauf que cette étude nous donne un deuxième enseignement qui est intéressant, c'est que l'usage des appareils a beaucoup augmenté. La fréquence d'utilisation des appareils a progressé. Oui, ça, on peut l'anticiper. Et puis, j'imagine, franchement, quand on voit les nouvelles technologies d'aujourd'hui... Regardez un lave-linge aujourd'hui. 25% des ménages utilisent ce lave-linge quasiment quotidiennement. Oui. Même pas quotidiennement, c'est tous les jours. Ouais. C'est pas si évident que ça, parce que le lave-linge, en fait, les gens déclarent l'utiliser 8% de plus. C'est pas beaucoup. Le réfrigérateur, 11% de plus. C'est pas beaucoup. Votre argument de on utilise plus, donc finalement la durée de vie n'est pas plus longue parce qu'on l'utilise plus, il tient pas trop. Si, enfin, ce sont des déclarations des gens qui disent 8%, enfin, je ne sais pas, excusez-moi, est-ce que je peux reprendre? Ah mais je vous en prie, ce sont vos documents. C'est une question de perception des gens. Beaucoup... je relis les chiffres. Oui, oui. Enfin, vous connaissez parce que c'est votre document, donc... On s'en sert davantage qu'il y a une quinzaine d'années. Réfrigérateur... Oui, en fait vous regardez... On regarde ensemble le document. Au final, les foyers qui estiment qu'on s'en sert plus, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est 8% ici, c'est 11% ici, c'est 8% là. C'est 17% le congélateur, 15% le lave-vaisselle. C'est un argument qui tient pas énormément quand même. Quand vous nous dites que si ça dure pas plus longtemps, c'est parce qu'on s'en sert plus. Dans votre étude, c'est écrit que c'est pas vraiment le cas. C'est un des éléments. Je peux pas vous dire... Alors, pourquoi voudriez... Il faudrait donc, si je vous suis, que les appareils durent plus longtemps à cause des technologies nouvelles. Oh, grâce aux technologies nouvelles. Grâce. Bah oui, vous vous rendez compte. L'enquête que nous avons faite a montré quand même que près de 75% des consommateurs étaient à peu près satisfaits de la durée de vie de leurs appareils. 75% des gens seraient satisfaits. Sauf que ce chiffre est introuvable dans l'étude. Et il y a un autre problème. L'Institut TNS Sofres, qu'il a réalisé, se base sur une première enquête qu'elle avait faite en 77, publiée en 79, déjà commandée à l'époque par le GIFAM. Cette vieille étude, c'est le point de comparaison avec les résultats de 2010. C'est comme ça que le GIFAM peut conclure que la durée d'utilisation de nos appareils n'a pas diminué. Le souci, c'est que cette ancienne étude est introuvable. Il n'en reste qu'un tout petit paragraphe publié dans un vieux document du GIFAM. Quelle est donc la crédibilité de l'enquête actuelle, reprise partout dans la presse l'an dernier, louant la fiabilité des produits, qui s'appuie sur un travail aujourd'hui disparu, donc invérifiable? Même la Sofres prend des pincettes, en tout petit, sous le tableau. N'ayant qu'une partie des résultats sur l'étude menée en 79, nous ne pouvons pas déterminer si l'écart est significatif ou non. Quand on fait un comparatif, évidemment, c'est important d'avoir le point de départ. Et nous, on a cherché à avoir cette enquête de 1977. Je sais bien, mais est-ce que vous l'avez, je n'ai pas l'enquête, malheureusement. Cette enquête, je ne l'ai pas. Ça fait 30 ans. Donc vous faites un comparatif avec une étude on avait que des vous n'avez pas. On avait des résultats. La Sofres a quand même validé cette comparaison. Tout ça se base sur ça, c'est-à-dire sur 3 petites lignes. C'est tout ce qui reste de l'étude de 1977. Il ne resterait rien d'autre. Écoutez, l'étude que nous avons faite est une étude de mesure des valeurs de durée des appareils en 2012. Oui, 2010. Vous faites un comparatif 1977-2010. Il est là. Tenez, je vais vous le montrer. Dans votre étude, attendez, je suis désolée parce que je fais un peu l'inspecteur Colombo avec tous mes documents, mais en même temps, moi, je ne suis pas aussi douée que vous sur ce dossier-là. Là, on a ça. On est bien d'accord que là, vous avez la durée d'utilisation en 1979 et en 2010. Là, vous avez pareil. Oui. Donc, c'est bien que vous aviez une référence ici, vous aviez une étude. On a cette référence, je vous l'ai dit, on a cette étude. Mais elle n'existe plus, cette étude. C'est vous qui nous l'avez dit, vous ne l'avez plus. Je n'ai pas dit qu'on a... Enfin, on a des résultats d'études, on l'a faite cette étude, on a des résultats de cette étude. Alors, j'ai plus le document, je n'ai peut-être plus les questionnaires de chacun, parce que ça fait 32 ans, je suis désolé, moi je n'y étais pas à l'époque, vous n'allez pas me le reprocher. Ah non, pas du tout, non, mais c'est juste que le point de départ, en fait, on n'a plus du tout l'étude, donc est-ce que c'est vrai ? Mais moi, ce que je veux vous dire, cette étude est réelle, elle existe, on ne va pas inventer une étude parce qu'on en sort une autre.
Alors, on va passer à autre chose. Je ne suis pas satisfait du tout parce que c'est pas du tout comme ça qu'on m'a présenté les choses. Ah non, on essaie d'avoir des réponses à nos questions. Moi, c'est pas comme ça qu'on m'a présenté les choses. Et je vous assure que si ça avait été comme ça, je ne serais pas venu. Non, mais monsieur Planck... Je suis très, très mécontent. Non, mais monsieur et je m'en vais. Non, mais monsieur Planck, attendez, on fait une enquête sur la durée de vie des appareils ménagers. C'est normal qu'on s'adresse à vous. J'ai demandé à ce qu'on me donne toutes les questions avant. Mais on ne le fait jamais, vous ne le faites jamais, je suis désolé, moi j'arrête. Mais à personne, ni au Premier ministre, ni au Président de la République. On ne le fait à personne, c'est pas contre vous. C'est pas contre vous, monsieur Planck, on ne le fait jamais. C'est toujours pareil. Moi, j'en ai assez, je suis désolé. Écoutez, nous, jusqu'au bout, on veut vous donner la parole. Hein. Et voilà comment on écourte la durée de vie d'une interview. En attendant, si le GIFAM retrouve l'étude de 79, nous saurons si oui ou non son étude de 2011 sur la longévité des produits est fiable. Des composants fragiles qui lâchent trop vite. Une fuite malencontreuse sur la durée de vie limitée d'un ordinateur. Un manque de données statistiques fiables. L'obsolescence plus ou moins subtilement programmée et multiforme. Ces dernières années, une nouvelle tendance se dégage. Rendre impossible ou très difficile la réparation d'un produit. L'objectif d'une grande marque, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de concurrence. C'est-à-dire, c'est de créer un marché qui soit captif. Alors, comment est-ce qu'on peut créer un marché captif? D'abord, en rendant ces produits incompatibles avec ceux de la concurrence. Donc, c'est ce qu'a fait Apple. Et deuxièmement, c'est en empêchant la réparabilité. C'est-à-dire qu'on oblige finalement le consommateur à aller tout de suite vers l'objet suivant. Donc ça, c'est une des modalités de capture de valeur par les grandes marques. Mais seules les grandes marques peuvent faire ça, puisqu'il faut une position de domination complète du marché. Une petite leçon d'économie? Quitte à rendre un objet irréparable, autant qu'il soit utilisé par tout le monde. Un bidule ultra grand public, un truc devenu indispensable en une décennie. Regardez, au bout de votre bras, le téléphone portable. La clé de son obsolescence, sa batterie. C'est Apple, l'entreprise la plus cool du monde, qui a initié cette mode de la batterie intégrée à l'appareil. Avant d'appliquer la norme à son mythologique iPhone, Apple s'est fait la main sur l'iPod, le baladeur MP3 sorti en 2001. Sauf qu'un artiste new-yorkais, Casey Neistat, découvre qu'après 18 mois d'utilisation, la batterie de son iPod est morte et qu'il ne peut pas la changer. Il tourne cette vidéo, vue par des milliers d'internautes. Le vilain secret de l'iPod. Casey recouvre alors les murs de Manhattan de cette inscription vengeresse. La batterie non remplaçable de l'iPod ne dure que 18 mois. S'ensuit une class action, une plainte déposée par un groupe de consommateurs américains. Ce soir, dans notre émission Polémique sur la batterie de l'iPod, plus de 12 000 personnes ont lancé une action en justice contre Apple parce que la batterie faiblirait trop vite. Voici la plainte. La batterie avait une durée de vie trop courte et un programme de remplacement trop cher. Apple paye 15 millions de dollars en bons d'achat et change leur batterie à plus d'1 million de plaignants. Tout le monde est content. Puis, rebelote, cette fois pour l'iPhone, lancé en 2007 dans une atmosphère hystérique. Un téléphone, Internet, tout ça dans un seul appareil, et nous l'appelons iPhone. Personne n'est parfait, la batterie n'est toujours pas remplaçable par le consommateur. Apple récidive. Cet avocat est le premier alors à dénoncer les combines de l'entreprise. Harvey Rosenfield porte la plume dans la plaie et écrit une lettre offensive à Steve Jobs. Nous vous demandons expressément de rendre public le programme de remplacement de la batterie, ainsi que son coût pour être sûr que les consommateurs ne soient pas floués. En tant que défenseur des consommateurs, je suis toujours étonné de voir ce que les gens peuvent tolérer. Harvey Rosenfield ne recevra jamais de réponse d'Apple. Ni d'ailleurs les journalistes qui posent à ce moment-là tous la même question. Pourquoi la batterie de l'iPhone n'est pas remplaçable? Nous avons récupéré ces mails internes d'Apple, qui prend un malin plaisir, smiley à l'appui, à ne pas répondre. No comment. En riposte, 2 avocats portent plainte contre Apple. Comme toujours, l'entreprise évite le procès et propose aux plaignants de s'asseoir à la table des négociations.
Est-ce que Apple a versé de l'argent aux plaignants? Apple a proposé un règlement à l'amiable. C'est tout ce que je peux vous dire, car c'est confidentiel. Mais la plupart du temps, dans ce genre de règlement, ils donnent de l'argent aux plaignants, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Une transaction classique. L'entreprise évite un procès en payant directement les plaignants. Cette méthode ne marche pas à tous les coups, surtout pas avec MJ, une ancienne employée d'Apple. MJ formait les vendeurs des Apple Store, les boutiques de la marque. Aujourd'hui, elle dénonce les méthodes de son ancien employeur. Vous ne vous plaisiez pas là-bas? Au début, si, jusqu'à ce que je commence à poser des questions, de façon plus insistante. Et je demandais au chef et aux responsables du magasin, et rapidement je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à avoir de réponse. C'était comme une conversation qui tournait en rond, où je disais « C'est bête qu'on ne puisse pas changer la batterie ». Et il disait « Oui, mais bon ». Et il répétait toujours les mêmes choses. C'était vraiment comme parler à un mur. Depuis, MJ a rejoint une entreprise un peu plus petite, qui lui correspond mieux. iFixit, en français, je répare. Une joyeuse troupe de trublions de la réparation. Les mécanos d'iFixit ont même un manifeste. Comment tout réparer soi-même. Leur emblème, le poing et la clé à molette. Tout un programme. Sur leur site internet, ils mettent gratuitement à disposition des manuels de réparation et vendent des outils ou des pièces détachées. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Pour comprendre, ils ouvrent tout. Rentrent dans les machines, les prennent en photo, sous toutes les coutures. Leur guide est précieux pour changer la batterie du tout premier modèle d'iPhone. L'opération est très difficile, comme ils le mentionnent. Ce design est tellement ridicule. Démonstration par MJ et son boss, Kyle Vince. Ça m'énerve. Et mon ancien téléphone me manque. Je me souviens, c'était tellement facile de remplacer la batterie. Bien sûr. Tu pouvais même prendre 3 batteries en plus avec toi. Ça y est, j'ai réussi à enlever cette pièce. Mais tu penses que tu y es presque. Mais tu dois enlever ce truc par le côté. Et ça va encore me prendre une demi-heure. Et quand on arrive enfin à la batterie... Voici la batterie. Et ici, ce sont les connexions qui sont soudées. Donc si tu veux la remplacer, tu dois... Apprendre à souder, oui. Avoir un fer à souder. Dans l'iPhone suivant, la batterie ne sera plus soudée, mais collée au fond de la coque. Un calvaire à changer. Dans le dernier modèle, l'iPhone 4S, la batterie est vissée à l'intérieur de l'appareil, mais toujours pas de clapet pour la changer soi-même. Pour Kyle, le rôle de cette batterie irremplaçable est clair. La batterie est comme une horloge à l'intérieur de l'appareil qui annonce sa mort prématurée. Ça raccourcit sa durée de vie et ça fait vendre à Apple plus d'iPhone. Et voilà comment une bande de gamins en tongs d'à peine 30 ans entre en résistance contre le géant mondial de l'informatique. D'un côté, les tournevis et dévisseuses. De l'autre, les profits parmi les plus impressionnants de l'histoire de l'électronique. À chaque nouveau modèle d'iPhone, Apple change de technique pour bien enfermer sa batterie. Et à chaque fois, iFixit démonte le stratagème. Salut, je suis MJ d'iFixit et aujourd'hui, je vais vous parler du plan diabolique d'Apple pour saboter nos iPhones. En début d'année dernière, MJ fait un buzz sur le site d'iFixit avec ce scoop. Les gens qui ont fait réparer leur iPhone 4 à l'Apple Store l'ont récupéré avec de nouvelles vis, à leur insu, dans le but d'empêcher les gens de réparer eux-mêmes leur téléphone. Blogueurs et commentateurs parlent de ces vis spéciales à 5 lobes comme des vis de sécurité. Et cela me rend folle. Apple a carrément changé en douce les vis des iPhone 4. En voilà une, ici à droite, légèrement plus arrondie que les anciennes, à gauche. Du coup, plus possible d'ouvrir l'iPhone 4. iFixit allait-il s'avouer vaincu? Un nouveau produit que je suis impatiente de vous montrer, notre kit de libération de l'iPhone 4. Un kit de libération de l'iPhone 4, vendu 7 €, avec un tournevis pentalobe, 2 vis classiques pour remplacer les vilaines vis d'Apple, et le tournevis classique qui va avec pour pouvoir l'ouvrir plus tard.
a stopgap fix, the cheapest way we could find to remove the tamper-resistant screws. An Apple-certified repair technician to take out a couple. MJ est fier de sa botte secrète. Mais quand la vidéo est sortie, ses anciens collègues d'Apple n'ont pas franchement apprécié. Ils m'ont traité de traître, comme si j'étais déloyale envers mon pays ou un truc du genre. C'était drôle. Et ils continuaient de répéter la même chose. Tu comprends, les vis sont là pour protéger les gens, parce que nous ne voulons pas qu'ils se blessent. Et c'était comme... tu ne peux pas croire un truc pareil? S'attaquer à Apple, c'est un blasphème, un acte de haute trahison. Sauf que, cela ne vous a pas échappé, ici tout le monde travaille sur Mac ou possède des produits Apple. Ça serait pas un peu contradictoire tout ça? J'adore Apple, on utilise plein de produits Apple, ils sont super. Apple faisait beaucoup de produits réparables avant. On encourage ça, vraiment. Mais ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'objets sont difficiles à réparer. Et moins tu peux réparer, moins ça va durer. On essaie de faire tout ce qu'on peut pour renverser cette tendance. Renverser la tendance pour moins polluer. C'est toujours la même histoire. Comme on vous le disait au début, il s'agit de diminuer ces tonnes de déchets. Voilà l'une des vraies motivations de MJ, Kyle et toute la bande. Ordinateur, écran, disque dur de toute marque, tous obsolètes. Kyle est allé lui-même au Ghana tourner cette vidéo. Aujourd'hui, en apparence, rien à redire. Apple informe ses clients. Les heureux possesseurs d'iPhone sont censés acheter en toute connaissance de cause. Sauf qu'il faut bien chercher sur le site d'Apple pour dénicher l'info indiquée en tout petit dans un encart à droite. On trouve la durée de vie optimale de la batterie, 400 cycles, soit 400 recharges. Pour la remplacer, c'est encore 3 clics plus loin. Ça coûte 75 € en France, un prix plutôt décourageant. Si vous ne connaissez pas iFixit, qui vend des batteries neuves, 20 € pièce. Si vous n'avez pas la patience de démonter vous-même votre smartphone, en général, vous allez directement à l'Apple Store. Et souvent, voici ce que le vendeur vous répond. Petit test à l'Apple Store de San Francisco, avec une caméra cachée. Si vous voulez un iPhone 4 avec un contrat de 2 ans, c'est 99 $. Pour remplacer la batterie, ici, c'est 79 $. Donc pour 20 $ de plus, vous avez un nouvel iPhone. Qu'est-ce que vous me conseillez? Si j'étais vous, j'achèterais l'iPhone 4 pour 20 $ de plus. Si ta batterie est morte, change ton téléphone. Vous vous rendez compte qu'il y a à peine 10 ans, vous auriez hurlé et maintenant vous trouvez ça normal? Par exemple, regardez cet heureux consommateur. Il vient de débourser 500 $ pour la toute nouvelle tablette d'Apple. Il avait le modèle précédent, mais dommage, il l'a cassé au bout de 5 mois. Vous n'avez pas essayé de réparer l'écran? Parce que pour le réparer, en fait, c'était 250 $. Donc... 250 $? Juste pour remplacer l'écran? Oui. Donc en fait, c'était mieux d'en acheter un nouveau plutôt que de réparer celui-là. Le prix de la réparation par rapport au neuf a été étudié en France par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. En fait, le consommateur est d'accord pour payer la réparation si son coût est inférieur au tiers du prix du neuf. En dessous de ce seuil, la réparation est systématique. Entre 33 et 50% du prix du neuf, 10% des personnes acceptent encore la réparation. Au-delà de 50% du neuf, cela reste exceptionnel. Des chiffres qui n'auront sans doute pas échappé à Apple. D'autant que, selon cette autre enquête d'une association de consommateurs américaine, la défaillance de la batterie est l'une des principales raisons techniques qui nous fait changer de téléphone. Cette satanée batterie cristallise l'obsolescence programmée chez Apple. Rendez-vous compte, on change de téléphone portable tous les 2 ans aux États-Unis, soit presque tous les 22 mois, et tous les 2 ans et demi chez nous, un cycle d'un peu plus de 30 mois. Ça vaut le coup de passer un petit coup de fil chez Apple France. Mais l'attaché de presse anéantit nos espoirs. Est-ce que vous avez eu un nouveau retour de la part d'Apple? Mais ce sera pas possible. Mais ça, je m'en doutais. Et pourquoi? Ils vous ont dit pourquoi? Ils ne laissent pas filmer chez nous. Ok, jamais? Non. Vous faites jamais d'interview pour des médias? Non.
C'est assez facile, le travail d'attaché de presse chez Apple. Il suffit de savoir dire non. Nous décidons de tenter notre chance à la maison mère, au siège d'Apple, près de San Francisco, à Cupertino, une petite ville de la Silicon Valley. Vous allez dire qu'on est totalement obsédé par Apple. En fait, on veut juste des réponses et on n'est pas les seuls. Voici les Raging Grannies, les grands-mères en furie, un groupe d'activistes international. Elles ont manifesté contre le nucléaire, contre la guerre en Irak, et aujourd'hui, elles ont comme une envie de croquer dans la pomme. How much is the cost of obsolescence? The upgrades and replacements and such. How much when you don't support your products? Your profits don't help the world much. One more time. Apple, Apple, you can't hide. We have seen your greedy side. Leur but, c'est de faire toujours plus de profit. Si nous programmons l'obsolescence, nous ferons plus d'argent. Et c'est ce qu'ils veulent. Les Raging Grannies manifestent tous les mois devant un Apple Store situé à 2 pas du siège d'Apple. Ce moment de détente nous redonne un peu d'énergie. Parce que depuis 3 mois, tous nos appels et demandes d'interview n'ont récolté que des refus. Cette boîte est partout dans nos vies, nos ordis, nos téléphones, nos infos, à la bourse, mais dès qu'on a de vraies questions à poser, il n'y a plus personne. On s'est donc pointé au fameux Infinite Loop, le QG d'Apple. On tente une approche, des salariés. Bonjour. Vous savez pourquoi on ne peut pas changer soi-même sa batterie sur l'iPhone? Je n'en ai aucune idée. Vous travaillez ici? En fait, j'ai pas la permission de parler de tout ça, malheureusement. Vous travaillez ici, chez Apple? Oui, je travaille ici. Vous savez pourquoi on ne peut pas changer soi-même sa batterie sur l'iPhone? J'en ai aucune idée. Vous ne travaillez pas sur les iPhones? Je n'ai pas le droit de répondre à vos questions. À peine arrivé devant l'entrée principale, on est déjà intercepté. Elle, c'est l'attaché de presse, et le malabar derrière, un responsable de la sécurité. Vous n'avez pas le droit de filmer sur notre campus, donc vous devez éteindre votre caméra. Mais dites-moi ce que vous cherchez. Oui, bonjour, enchantée. Mon nom est Anna Salzberg. Vous devez éteindre votre caméra. On a une question à propos de l'iPhone. Pourquoi la batterie ne peut pas être changée par les clients? Je peux vous donner les coordonnées e-mail du service de presse d'Apple en Europe. Ils vont répondre à votre demande. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous accorder d'interview aujourd'hui. Comme vous le savez, nous ne faisons pas beaucoup d'interviews. Je suis sûre que vous savez ça. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas répondu à mes emails? Pourquoi vous ne voulez pas répondre à mes questions? Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas rendez-vous, malheureusement... Vous pouvez essayer d'appeler quelqu'un? S'il vous plaît, je vous prête mon téléphone, tenez. Non, vous devez faire ça par le chemin classique. Mais c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai essayé par la voie classique. Voilà, ça a continué encore un petit moment, comme ça. Mais je ne comprends pas pourquoi la batterie n'est pas... Ok, on a compris. Ok, c'est bon, on a compris. Vous l'avez déjà dit. Ce qu'on peut faire, on vous l'a déjà dit. Excusez-moi, vous travaillez ici? Oui. Oh, je suis désolée. On ne peut pas faire comprendre pourquoi la batterie n'est pas facilement remplaçable par l'utilisateur. On essaie d'avoir des réponses. Ok, maintenant nous vous demandons de partir. Vous ne pouvez pas interviewer les employés, ce ne sont pas des porte-paroles. Ça ne se fait pas sur notre campus ici. Oui, mais comment je peux faire? On vous a dit comment faire, on vous demande de partir maintenant. Peine perdue. Nos questions glissent sur l'attaché de presse comme sur un écran tactile. On est gentiment prié de vider les lieux. Pour comprendre et se sentir moins seul, nous allons voir Olivier Frigara, un journaliste spécialiste d'Apple. Il travaille au magazine iCreate et tient un blog. On refait le Mac. Ok, Olivier Frigara, première, c'est parti. Alors, vous qui êtes un spécialiste d'Apple, vous avez réussi déjà à rentrer dans un site Apple. À quoi ça ressemble? Cupertino, qui est le siège d'Apple aux États-Unis. Ouais. C'est là où Apple concentre ses forces, centralise toutes ses forces pour concevoir ses produits. Rien ne sort, ou presque rien ne sort, parce qu'il y a quand même des couacs de temps en temps. On peut dire que c'est un bunker?
C'est amusant puisqu'il n'y a pas très longtemps, il y avait encore le siège d'Apple Europe à Paris. Ouais. Et l'endroit où étaient stockés les prototypes, on l'appelait le bunker, effectivement. Donc ça veut dire sécurité maximum. Qu'est-ce qu'on demande par exemple aux salariés d'Apple quand ils vont être employés? Est-ce qu'il y a des clauses de confidentialité? Comment ça se passe? Il est très difficile d'avoir des infos, de travailler quand on est journaliste sur Apple. On y arrive par la force des choses et par le temps, parce qu'on est là depuis longtemps et donc il y a une proximité qui s'instaure avec certains responsables d'Apple, donc ils sont en confiance, donc ils nous parlent en off. Mais même là, on fait très attention à ce qu'on fait. Par exemple, on n'appelle pas, bien évidemment, à leur bureau, sur leur ligne personnelle. Parce que c'est surveillé? On appelle sur leur portable. La force d'Apple aujourd'hui, par exemple, il y a parmi les différents vice-présidents d'Apple, un designer. Le chef du design d'Apple, c'est un vice-président d'Apple. C'est quand même important aujourd'hui parce qu'il y a peu d'entreprises dans le monde qui accordent autant de pouvoir à un artiste, en fait, qui est donc Jonathan Ive. Et d'habitude, dans une entreprise high-tech, une entreprise quelle qu'il soit, des ingénieurs conçoivent un produit, puis voir le designer à la fin, allez, débrouille-toi, rends-moi ça beau. Non, lui, il dessine le produit, après, c'est aux ingénieurs de s'adapter. C'est de l'obsolescence programmée, mais du design plus que de la technologie. Oui, c'est de la mode. Après, on peut critiquer Apple sur d'autres critères, qui ne sont pas forcément des critères de matériel, mais plutôt des critères de logiciel. Aujourd'hui, les logiciels sont mis à jour quasiment tous les ans ou tous les 2 ans, et que ces mises à jour ne se justifient pas forcément. Pourquoi dépenser, quand vous êtes dans une entreprise comme la nôtre, une entreprise de presse, dépenser tous les ans ou tous les 2 ans 500, 600 € par poste pour un logiciel de mise en page pour une fonctionnalité en plus? Souvent, vous recevez des fichiers, si vous n'avez pas la dernière version, vous ne pouvez pas les ouvrir. Donc chez Apple, il y a un logiciel bien connu. Il y a eu l'affaire Siri. C'est Siri. Siri, c'est la fonction clé de la nouvelle génération d'iPhone. Typiquement, cette application-là pourrait être intégrée aux anciennes générations. Là, s'ils ne l'ont pas fait, c'est pour trouver une valeur ajoutée à leur dernière génération de téléphone. Et que tout le monde achète la prochaine génération. Là, c'est du marketing pur jus. Siri, l'application qui, si vous ne l'avez pas, vous rend totalement ringard. Fini. Has-been. Adoptez Siri et vous serez un winner, un gagnant ou une gagnante. Belle, beau, musclé, vous aurez une grande famille, un vrai travail. Vous serez enfin heureux, quoi. Siri, ça vous donne un sentiment de puissance. Vous commandez votre téléphone par la voix. Est-ce que je dois prendre un parapluie ce soir? La météo n'annonce pas de pluie pour la soirée. 2 pubs sur 3 du dernier iPhone, le 4S, vendent cette nouvelle fonctionnalité qu'il est le seul à offrir. C'est le premier argument de vente. Dommage, Siri ne fonctionne pas sur votre vieux téléphone. C'est sûrement pour ça que les ventes d'iPhone 4S ont explosé tous les records. À sa sortie, le 4S s'est vendu à 4 millions d'exemplaires en 3 jours, soit 2 fois plus que l'iPhone précédent, 1 an plus tôt. Une pure folie. Sauf que certains ont pris ça pour un défi. Au Canada, par exemple. Ryan est un hacker réputé sur la scène du piratage informatique. Il a réussi à installer Siri sur son iPad. Combien de calories dans un bagel? Cela devrait répondre à votre question. Et aussi sur son ancien iPhone, l'iPhone 4. Appelle la maison. J'appelle la maison. Selon Apple, Siri n'est censé marcher que sur l'iPhone 4S. Pourtant, Siri existait avant sur l'iPhone 3GS et sur l'iPhone 4. Mais un jour terminé, Apple envoie un message « Je ferme boutique, vous me retrouverez plus joli et plus intelligent sur le nouvel iPhone 4S ». Sauf que le téléphone n'a pas grand-chose à voir avec le fonctionnement de Siri. Toute la reconnaissance vocale se passe dans les serveurs d'Apple, quelque part, et pas dans l'appareil. Donc le téléphone enregistre les données par le micro, les rassemble et puis les envoie. Tout le travail de traduction se passe ailleurs. Ça, c'est MacBook Air 2011. Premier iPad, iPad 2, premier iPhone, iPhone 3GS. On peut se dire sans se tromper que Sébastien Page aime les produits Apple. Ce Français installé en Californie est à l'origine d'un blog dédié à la marque et aux iPhones. Je leur repasse un petit coup généralement à chaque fois. Voilà. Il leur dresse même un hôtel. Pour nous, Sébastien Page teste la différence de temps de réponse de Siri. À gauche, l'iPhone 4 piraté, à droite, le 4S. Quel temps fait-il aujourd'hui? Voici la météo pour ce lundi. Envoie un message à ma femme et dis-lui que c'est un test. Voici votre message.
prêt à l'envoyer? Oui. Ok, message envoyé. Seulement 1 à 2 secondes de différence. Siri marche donc à peu près de la même manière sur ces deux modèles, la preuve qu'Apple pourrait faire autrement. Je trouve ça un peu vache comme technique de vente, mais en même temps, Apple, c'est une entreprise qui doit répondre à des actionnaires et qui doit générer tous les ans des revenus et des bénéfices. Et donc tous les moyens sont bons. Dans une grande maison, non loin de Chicago, Siri a le sens de l'humour. un homme adore jouer avec Siri. Siri, fais-moi une blague. Normal, Dag Kitlow, c'est le créateur de l'application. Dag, je ne connais pas de bonnes blagues. Allez Siri, raconte-moi une blague. 2 iPhones entrent dans un bar. J'ai oublié la suite. Grâce à Siri, Dag Kitlow a gagné des millions de dollars le jour où Apple lui a racheté l'appli. Comment es-tu habillé? Pourquoi les gens n'arrêtent pas de me poser cette question? Siri s'est fait croquer par la pomme. Apple a racheté toute l'entreprise et les salariés avec en 2010. Dag est resté chez Apple 1 an et demi. Il a récemment démissionné. Est-ce que Dag va répondre à toutes mes questions? Je ne peux pas vous renseigner sur les itinéraires, la circulation ou les plans. Ouais, un peu à côté de la plaque, Siri, sur ce coup-là. L'interview avec cet ancien d'Apple s'annonce tendue. On veut savoir pourquoi Siri n'est pas sur tous les iPhones. Demandez à Apple pourquoi ils ont pris cette décision. Non, mais vous étiez là-bas, vous savez. Oui, mais je ne peux pas parler des décisions que nous avons prises quand je travaillais à Apple. Pourquoi? On a des clauses de confidentialité. Siri marche très bien sur les anciens iPhone 4, 3GS, même sur l'iPad. Vraiment, ça marche bien. Non, ça marche pas aussi bien. Pas aussi bien que sur l'iPhone. Attendez, une seconde de différence, c'est rien. Une autre question? On repose la question. Cette fois, avec un peu de chance, il ne va pas esquiver. Le problème, c'est que cela pousse les gens à racheter un nouveau téléphone. Oui. C'est vrai? C'est fait exprès pour que les gens rachètent un nouveau téléphone? Beaucoup d'entreprises aiment mettre de nouvelles fonctionnalités sur leur dernier modèle. C'est normal. Ok, je pense qu'on en a fini. Siri répond à beaucoup de questions, mais pas forcément aux plus importantes. Pourrait-on imaginer un monde où l'obsolescence des objets ne soit pas la règle, mais l'exception? Un truc tout bête, les fabricants pourraient-ils indiquer la durée de vie des appareils sur l'étiquette? Pourraient-ils prolonger un peu plus longtemps leur existence, ou au moins nous permettre de les réparer, sans nous ruiner, histoire de polluer un peu moins la planète? Quant à nous, parviendrons-nous à être un peu moins hypnotisés par la moindre innovation technologique? Un peu moins dépendants de nos désirs d'achat frénétiques? Quelqu'un est-il en train de mettre au point une application pour répondre à toutes ces questions?